Soit, ce que je vais essayer de faire très rapidement, parce que la plupart d'entre vous n'ont pas eu accès au livre, c'est un peu vous faire brièvement une présentation de ton contenu, étant entendu que, disons, pour les organes de presse et pour les journalistes, il y aura la possibilité d'avoir accès à ce livre. Je sais aussi qu'il y a eu énormément de frustration parce que la rédaction du livre blanc a pris beaucoup de temps. Et durant toute cette période, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre, si vous voulez, le blackout total sur les procédures et ce qui était en train d'être fait, ce qui, bien sûr, a frustré les journalistes dont la mission est d'informer et d'essayer d'obtenir le plus d'informations. Donc, cette occasion est un moment où on va donner l'information et vous pourriez poser des questions. Donc, très rapidement, l'économie et la philosophie du livre blanc étaient une économie très simple. Un événement s'est passé, une tragédie, le massacre du 1er décembre 1944. Ce massacre, jusqu'à présent, on en connaît certains détails, on n'en connaît pas d'autres. L'objectif du livre blanc, quand le gouvernement sénégalais a décidé de faire de Thiaroye un moment important, si vous voulez, dans notre conscience collective et la conscience collective des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général, c'était de dire il faudrait qu'on essaie de savoir ce qui s'est réellement passé. Il faudrait qu'on essaie de réunir l'ensemble des informations qui sont associées à cette tragédie. Il faut qu'on essaie aussi de produire un commentaire qui est le commentaire d'acteurs qu'on n'entend pas, c'est-à-dire les victimes. Parce que justement, le récit, comme tous les grands récits des empires coloniaux, sont des récits de la métropole. Nous voudrions d'abord démonter la construction de ce récit métropolitain pour pouvoir effectivement ouvrir un espace pour un récit qui est un récit proprement africain, c'est-à-dire raconter l'histoire et ne pas laisser d'autres raconter notre place dans l'histoire. Donc, le livre blanc, l'architecture de ce livre blanc, il y a une introduction, il y a un chapitre premier qui porte sur les sources de l'histoire de Thiaroye, un chapitre 2 qui est l'histoire générale des tirailleurs, un chapitre 3 qui est le chapitre portant sur le massacre des tirailleurs, et il y a un chapitre 4 qui est un travail, si vous voulez, qui porte sur deux registres. Le premier registre, c'est le registre de ce qu'on pourrait appeler les archives orales, écrites, esthétiques, historiographiques, etc., qui portent donc sur l'événement et la manière dont Thiaroye a été raconté. Et ce chapitre est important pour une raison très simple, c'est qu'autour de Thiaroye, il y a eu une entreprise délibérée, qui est l'entreprise française de la dissimulation, de la manipulation de l'information et surtout du refus de même raconter l'histoire. Et là aussi, on se préoccupe d'autres questions qui sont importantes. Le fait qu'effectivement, l'intérêt même de Thiaroye a changé chez les Sénégalais, chez les Africains, parmi, en fait, si vous voulez, les autorités, les autorités sénégalaises. Donc, cette histoire aussi de la documentation, nous avons voulu y insister. Et là, je suis sûr que ça va être l'une des préoccupations de cette discussion, la grande question, parce que même si on parle d'archives, on parle de textes, il y a une archive énorme qui est matérielle, qui est le cimetière de Thiaroye. Et
personne n'a jamais essayé de faire, disons, des fouilles, l'archéologie de ce cimetière pour savoir qui est enterré là. Comment ceux qui sont enterrés là sont enterrés là. Où est-ce que les gens enterrés là ont été tués, etc., etc. Donc, ces éléments sont des éléments importants, qui sont les éléments de, si vous voulez, la documentation. Le chapitre 2, c'est l'histoire des tirailleurs, c'est en fait une brève histoire de la constitution du régiment dans les années 1850, au milieu du 19e siècle, à la dissolution en 1960, au moment des indépendances. Et nous nous sommes intéressés à la participation des tirailleurs aux deux guerres mondiales, parce que ce sont deux moments qui sont des moments, disons, des moments fondateurs, en particulier des luttes pour l'émancipation. Le 4e chapitre, comme je disais, c'est un chapitre plutôt historiographique, pour essayer de placer le massacre dans une histoire plus large, qui est l'histoire de l'Empire français. Mais plus que de l'Empire français, cet épisode est un épisode qui s'inscrit dans un moment qui est un moment fondateur pour la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle le moment de la libération. Et l'intérêt de placer cette discussion autour de la libération, c'est le fait qu'il y a une mémoire française de la libération. La France sort de l'occupation et la France renoue avec son passé de gloire. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce moment d'euphorie que la France choisit pour dire aux Noirs, vous avez fait la guerre, mais vous n'en faites pas partie. Ce moment d'euphorie, le moment de la libération vous exclut. On retourne à l'ordre colonial de la violence, l'ordre colonial de la soumission et l'ordre colonial du silence. Et comme vous le savez, ces tirailleurs qui sont rapatriés arrivent, mais ne veulent pas être silencieux. Ils revendiquent. Mais ça a été toujours le cas des conséquences des guerres. Et les guerres ouvrent toujours des horizons. Et des horizons pour des gens qui sont enfermés, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est un peu cela que nous avons essayé de faire. Et probablement l'une des contributions les plus importantes du livre blanc, c'est de démonter les mécanismes et opérations qui ont été utilisés. Excusez-moi. Qui ont été utilisés pour dissimuler cette tâche, qui est une tâche énorme, si vous voulez, sur les habits étincelants au moment de l'après-guerre de la France qui s'est libérée. Donc, et ceci est très, très important, parce que cette dissimulation aussi, même si on a essayé de la trouver dans les textes, etc., et on va en parler, on a trouvé aussi, en fait, au cimetière. Et il y a une conclusion et des recommandations qui sont des recommandations qui s'inscrivent dans la nature même de cet exercice. C'est qu'en fait, c'est un exercice qui ouvre un débat, qui ouvre une conversation dans laquelle l'ensemble des acteurs, l'ensemble des pays qui ont envoyé des tirailleurs devraient participer. Et cela est d'autant plus important que les historiens continuent à dire, les autorités françaises continuent à cacher des documents, qu'on n'a pas tous les documents. Et parce qu'on n'a pas toutes les archives, et le cas le plus simple, personne ne peut dire aujourd'hui qui sont les tirailleurs qui ont embarqué dans le bateau qui les a ramenés à Dakar. On n'en connaît ni les noms,
on n'en connaît pas les nombres. Mais les Français disent que cette liste n'existe pas. Ce qui est quand même assez étrange. Le colonel Ngom vous dira, on ne peut pas avoir une troupe sans avoir les noms de tout le monde. Et on ne peut pas avoir une troupe qui est cantonnée dans des casernes sans qu'au moins le matin qu'il y a un salut des drapeaux ou tout ce qu'on veut, mais il y a une liste. Là, on n'en a pas. Ce qui veut dire que quelque part, le travail qui est fait par les historiens est un travail de recherche, un travail aussi de reconstruction. Un historien peut écrire une histoire sans avoir de liste, en montrant, en fait, si vous voulez, en utilisant ce qui existe et en proposant, si vous voulez, des interprétations. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et l'introduction montre qu'est-ce qu'on a essayé de voir, en particulier pour définir ce moment, cet épisode, quelle est la démarche que nous utilisons, les interrogations, les connaissances dont nous disposons, les trous noirs, les incertitudes, les manipulations et les entraves. Étant entendu que le principal souci dans le cadre qui nous préoccupe, c'est une commande de l'État, et ceci est important, et de rouvrir les dossiers historiques, mémoriels et politiques du massacre, pour précisément trouver des récits qui sont porteurs, comme ils disent, d'un imaginaire qui est un imaginaire panafricain. Et donc, comme quand je présentais, comme je disais, le chapitre 1, c'est le chapitre sur les sources. Ce qu'on a essayé de voir, c'est de tout regarder, des archives qui existent au Sénégal et en France. Et comme vous savez, il y a eu toute une discussion autour des archives qui avaient été remises par le président Hollande. On n'est toujours pas d'accord. Les Français disent « nous vous avons donné tout ce que nous avons ». Et il n'y a pas que nous qui le disons. Je pense que tous les historiens qui ont travaillé sur le thème disent qu'effectivement, il y a des dossiers qui ne sont pas accessibles. Donc aujourd'hui, il y a tout ce débat sur ces dossiers. Il y a aussi le débat sur les archives orales, c'est-à-dire le travail qui devra être fait maintenant avec plutôt les descendants de ces tirailleurs pour avoir une vue qui est une vue en fait des principaux acteurs. Donc ce chapitre, qui est le chapitre le plus long, est véritablement un chapitre pour réunir, discuter et ouvrir des perspectives sur les archives. Et associé à ce travail archivistique, il y a un travail documentaire, il y a une réflexion approfondie sur toutes les études secondaires qui ont été lancées, et une comparaison entre les différentes études, entre les chercheurs africains, les chercheurs américains et les chercheurs français qui se sont intéressés. Parce que l'une des premières études les plus exhaustives avait été faite par un chercheur canadien, Myron Eckenberg. Et l'un des premiers Sénégalais à avoir conduit une étude et qui a été l'un des premiers à s'intéresser à l'histoire du volume des tirailleurs revenus et du nombre de tirailleurs exécutés, était un historien sénégalais, Mbaye. Donc, c'est, si vous voulez, l'économie du chapitre 1. Le chapitre 2 est un chapitre plus conventionnel. C'est une histoire générale des tirailleurs. Et comme vous savez, cette histoire, elle est intéressante à cause de cette position ambiguë du tirailleur dans l'histoire de l'Empire français. Je veux dire, les Sénégalais l'ont vu, le débat qu'il y a eu sur l'appréciation de leur rôle. Mais ce débat existe depuis longtemps. En 1956, je crois, Abdoulaye Ly publie un livre qui s'appelle « Mercenaires noirs ». Et c'est un livre sur les tirailleurs. Et il explique cette triple difficulté de comprendre des acteurs qui sont à la fois des victimes de la colonisation,
dans la plupart des cas, ils ont été recrutés par force, mais qui ont aussi joué un rôle dans l'expansion française en étant membres des guerres de conquête. Mais la troisième chose qui est très importante, c'est que dans la plupart du temps, ces vétérans de la guerre sont revenus de la guerre avec un idéal qui est un idéal d'émancipation. Et comprendre ce triple mécanisme est parfois très, très difficile. C'est ce qui explique, par exemple, qu'après la guerre, et même un peu avant la fin de la guerre, entre 1943 et 1944, il y a plein de révoltes de tirailleurs et de soldats, et des soldats coloniaux de l'Empire. Donc, ce n'est pas une histoire, si vous voulez, univoque. C'est une histoire complexe. Mais cette complexité, on a voulu la montrer. Mais cette complexité ne veut pas dire que ce moment précis, qui est le moment de ce que nous appelons le massacre de la libération, que ce moment précis n'est pas un moment particulier et ne porte pas une histoire qui est une histoire particulière. Parce qu'il ne se battait pas seulement, comme on dit, pour le prime, pour le salaire. Il se battait aussi pour leur dignité. Il se battait aussi pour qu'on les respecte, qu'on traite les tirailleurs comme on traite les soldats français. C'est-à-dire le traitement d'égalité est un élément essentiel à prendre en considération. Si vous voulez, c'est un peu ce cadre général qui était important de tracer dans ce chapitre. Et le troisième chapitre est véritablement le travail de décortiquage, qui est le décortiquage de, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire ce qui s'est passé exactement le 1er décembre? Et dans la plupart des cas, la question la plus simple, c'est qu'on ne sait même pas si les gens ont été tous tués dans le camp, aux abords du camp ou hors du camp. On ne sait pas. Ou bien il y a des gens qui ont été tués dans les 3 places, dans les trois lieux de prison. Mais nous proposons, si vous voulez, nous proposons un tableau et nous essayons de faire, dans certains cas, des hypothèses pour dire exactement ce qui s'est passé. Mais comme je l'ai dit, le principal défi, c'est de ne pas avoir accès à l'ensemble de la documentation. J'ai parlé du chapitre 4 qui est, comme je vous disais, un chapitre plutôt un travail historiographique, c'est-à-dire lire attentivement à partir des ressources archivistiques, des ressources orales, disons, rassemblées, et de pouvoir exactement dire qu'est-ce que, disons, de discuter les interprétations, et discuter les interprétations qui sont les interprétations, parce qu'il y a une énorme littérature sur Caroy aujourd'hui. Il y a une littérature qui est une littérature historique. Il y a une littérature qui est une littérature littéraire. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un cinéma, qui est un cinéma qui porte sur ce moment et qui fait de ce moment un moment particulier. Mais il y a aussi des productions artistiques, littéraires, musicales et plastiques qui ont porté le travail de Caroy 44, par exemple, qui joue un rôle extraordinairement important dans la construction de Caroy comme un lieu de mémoire, mais aussi dans la construction de cet épisode comme une partie intégrante d'une mémoire et d'une histoire qui est partagée, qui est non seulement l'histoire de l'Empire, mais qui est aussi l'histoire
de sociétés, en particulier ouest-africaines, qui ont effectivement commencé à construire, à réunir du moins les éléments qui permettent de penser deux questions politiques qui sont des questions importantes. La première, c'est celle de la souveraineté. Et la deuxième, c'est celle de l'unité et du panafricanisme. Et ces éléments, aujourd'hui, sont des éléments qui concourent effectivement à écrire une histoire de ce moment, mais une histoire partagée, une histoire à venir. Dans la plupart des cas, et je terminerai là, les gens pensent que parler de Thiaroye, en fait, c'est quelque chose soulevé contre la France. C'est la manifestation d'une expression, si vous voulez, anti-française. En fait, c'est complètement se limiter à avoir un regard presque méprisant sur, en fait, un travail qui est fait et qui porte une histoire qui est la nôtre. La France est partie prenante de cette histoire, mais elle n'est pas au cœur, si vous voulez, de nous, l'histoire que nous faisons en tant que pays, etc. Cette histoire, on la partage, mais l'histoire qui doit porter notre souveraineté, c'est nous qui la produisons, c'est nous qui la construisons. Et ça, c'est un élément important. Donc, si vous voulez, c'est un peu ce qu'il y a, et un peu plus, bien sûr. Mes collègues sont là, ils peuvent effectivement répondre aux questions que vous avez. Nous pouvons essayer de répondre aux questions que vous avez, mais il faut considérer, le président de la République l'a dit, que c'est un travail inachevé. Et ce travail va continuer. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup, professeur. Juste préciser que la place du professeur Mamadou Fall